Bonjour à tous, merci à la Fédéo de proposer ce format en lieu et place du troisième congrès qui, pour des raisons que nous connaissons, est reporté à l'année prochaine. Donc il s'agit pour moi dans un premier temps de vous proposer mon point de vue sur la recherche en ostéopathie. Point de vue que je déclinerai en 3 points. D'abord un petit topo historique rapide et puis les précisions en deuxième point sur les différentes approches envisageables, et enfin, peut-être la finalité et les perspectives. Donc dans un premier temps, vous parlez de recherche, c'est resituer l'idée qu'avant 2000, les publications étaient essentiellement outre-Atlantique ou anglo-saxonnes, je pense aux États-Unis, à l'Australie, à l'Angleterre, qui ont été rejoints, on dira, à partir de 2010 par l'Europe, de l'Italie, Autriche, Belgique, Espagne et France, qui ont commencé à se tourner vers des approches peut-être cliniques essentiellement, et puis qui, dans des modèles un petit peu plus larges, avec des regards pluriels, pour sortir des paradigmes trop biologiques, se renforcent depuis 2015 et 2020 de publications riches qui continuent à donner pertinence et utilité à cette recherche en ostéopathie, dont la finalité est d'expliquer comment ça marche, comment on peut envisager les modèles, et les approches sont vraiment variées, les approches sont vraiment méthodologiquement riches aujourd'hui et permettent de penser une vraie discipline de recherche en ostéopathie. Alors, la décliner en 3 points, 3 lettres, RPC, comme des recommandations de pratique clinique, R pour relationnel, P pour personnel et C pour corporel. Relationnel, c'est pour moi un travail de recherche sur ce lien que l'on crée, un lien peut-être non spécifique ou spécifique à discuter d'un point de vue anthropologique ou sociologique ou psychologique, autant d'approches humaines qui peuvent permettre de décrire au plus juste ce qui se trame, ce qui se joue dans la consultation en ostéopathie. P pour personnel, c'est-à-dire ce qui se passe en nous, cette phénoménologie, cette perception sur laquelle on construit un savoir, mérite d'être questionnée d'un point de vue épistémologique, dans le sens, est-ce que cela peut constituer un savoir? Comment savons-nous ce que nous savons? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous permet d'établir des gestes, des stratégies? Comment on envisage la construction de notre consultation? Et c'est un travail qui peut se faire avec des groupes de réflexion sur la pratique, des focus group, plein de méthodologies nouvelles, les groupes Delphi, tout ce qui apporte un témoignage critique des expériences de chacun afin de trouver les communs, de trouver les différences, dans le but de préciser et d'éclaircir toujours les parts floues ou non abordées qui sont intéressantes à mettre en place dans une perspective de discussion en santé publique en tant que partenaire de santé. Et puis corporel, évidemment, penser l'acte, penser la biologie du geste ostéopathique, peut-être la chimie, sur le plan conceptuel, sur le plan analytique, euh, parler d'anatomie, savoir ce qu'il se passe quand on agit, à quel moment, essayer d'établir la durée, essayer d'établir la chronologie ou le calendrier d'une intervention ostéopathique, savoir s'il y a des patients selon les pathologies plus répondants ou moins répondants, savoir s'il y a une optimisation qui se fait au premier jour, au 8e jour, connaître un petit peu les données et continuer à enrichir, à préciser notre pratique en vue de la structurer dans cette dimension de santé publique que les patients attendent et que les collaborateurs, confrères, partenaires de santé estiment aujourd'hui encore un peu manquant dans notre médecine manuelle qui se développe pourtant quantitativement de façon importante. Donc nous avons besoin de préciser ces dimensions, et c'est tout l'objet des discussions que l'on peut avoir autour de la recherche en ostéopathie. Définir simplement la recherche, c'est un mouvement sans fin avec une finalité visée. Mouvement car c'est une dynamique d'esprit, il faut être curieux, il faut oser, il faut imaginer, proposer des hypothèses,
des choix à partir de son expérience. Ça, c'est important. C'est une ouverture permanente, une création de liens qui ne se ferme pas, qui ne se clôt pas. C'est une formation continue de l'esprit. Une finalité, c'est d'être vrai, d'être juste, préciser comment ça marche. Parfois, par choix méthodologique, on réduit, on focalise, on limite, mais le but de cette limitation réflexive, de modèle, de choix, c'est toujours de partager, d'échanger. Donc il faut, dans cette attitude de recherche, penser quelque chose qui se partage, qui apporte du nouveau, qui apporte des éléments réflexifs et critiques. Ça permet d'ouvrir les yeux sur des phénomènes en choisissant finalement des moyens pertinents pour les décrire, les préciser et les comprendre. Voilà, c'est une attitude où l'on peut se demander quand est-ce qu'on fait de la recherche. Quand on en a envie, il faut être motivé. Quand on veut progresser dans le sens avancer, être curieux, aller chercher des explications sur les points un peu contradictoires entre pratique et théorique, essayer de voir si dans notre recherche sinon de performance, en tout cas de justesse, il y a des choses nouvelles par rapport aux autres sciences, et l'on peut aller chercher aujourd'hui dans beaucoup de domaines, les portes sont vraiment ouvertes. Donc quand est-ce que l'on fait de la recherche? Dès son mémoire. Dès son mémoire de fin d'études, on cherche, on pourrait essayer de trouver les mots plus justes pour décrire ce que l'on fait. Et ça, c'est un point vraiment important. Alors chercher où et avec qui? Dans un cadre méthodologique, une discipline, une science, des sciences, ça peut être transdisciplinaire, c'est pas un souci, avec des encadrants. Il faut une équipe, un maître, un tuteur, un accompagnant réflexif, critique, des personnes qui vous aident à organiser votre pensée. Et aujourd'hui, en 2020, il n'y a pas de limite, il y a des formations, il y a des postgrades, il y a des structures de formation continue qui se sont montées, qui sont vraiment extrêmement pertinentes et performantes. C'est un plus vraiment important pour l'ostéopathie. Et sur le plan clinique, évidemment, c'est le point un petit peu plus difficile. Un plan hospitalier de recherche clinique coûte cher. Une étude, on va dire, allez, c'est 100 000 euros presque directement. Donc, il y a des choses intermédiaires qui amènent à la recherche. Les universités, les DU, les masters, les portes sont ouvertes. Il faut vraiment oser et partir de ce qui peut ouvrir ces portes. En général, c'est le sujet de recherche. Le sujet de recherche, c'est vraiment la clé fondamentale. Euh, Ils peuvent être simples, ils doivent être clairs, ils doivent être précis et ils doivent porter quelque chose qui donne envie évidemment d'être lu aussi. Donc tous les regards s'y prêtent. On peut tester l'histoire, les modèles, les gestes, le langage, les principes, les mots. Dans le domaine clinique, je dirais que l'ostéopathie a peut-être une spécificité autour de sa règle de l'artère, de son support neurovégétatif, sa manualité. Donc essayer de penser l'effet spécifique de l'ostéopathie, ce qu'apporte l'ostéopathie en plus des autres disciplines pour donner un petit peu sa pertinence clinique. On peut donc évaluer l'effet antalgique, par exemple, sur des douleurs, avec des outils comme le VA, des scores, des questionnaires de douleur normés. On peut évaluer l'effet morphologique sur des dysmorphies, par exemple, chez le nouveau-né, avec les troubles de type plagiocéphalie. On peut évaluer l'effet positif sur des impotences fonctionnelles, des troubles de la digestion, de la fertilité, du sommeil, tester des corrélations entre le geste et le trouble, évaluer la cadence des interventions, la durée, la programmation. Euh, Tellement de paramètres à tester aujourd'hui dans les troubles posturaux, les troubles musculo-squelettiques qui répondent à une demande du milieu professionnel, les troubles de l'occlusion, les liens avec l'orthodontie, l'orthophonie. Il y a vraiment beaucoup de corrélations à tester. Et on peut s'épuiser à chercher un sujet, mais on ne peut s'épuiser à penser la recherche, tellement il est possible de produire des précisions, des ajustements cliniques pertinents. Euh, Si le sportif, la femme enceinte, le nouveau-né ont été des modèles porteurs, aujourd'hui je pense qu'il y a des apports complémentaires dans toutes les pathologies et que l'on peut penser l'utilité de l'ostéopathie dans sa manifestation, dans ses effets, dans son mieux vivre apporté en complément dans différentes pathologies.
C'est pas évident de choisir son sujet de recherche. Dans le cadre d'un mémoire, c'est encore moins évident car on n'est peut-être pas confronté à un sujet particulier, on a peut-être beaucoup d'idées, on s'y perd. Donc, même si on vous dit qu'il faut que ça soit clair, précis, concis, simple, ça parle pas encore. Mais dans le conseil que je peux donner, de mon expérience, c'est d'abord quelque chose qui vous plaît, qui vous porte. Travailler des heures sur des recherches qui sont imposées et qui ne vous parlent pas, vous allez perdre du temps. Et si vous n'êtes pas motivé, votre écriture, votre pertinence critique, elle sera pas aiguë, elle sera pas très intéressante. Il faut amener du nouveau, faut sentir cette envie de proposer une hypothèse intéressante. Donc, choisir, en discuter avec son entourage, en discuter avec des personnes. La recherche, c'est vraiment un ensemble d'échanges et seul, on n'y arrive pas. Donc, faut pas hésiter à convoquer des personnes de la recherche et pas de la recherche, juste tester son idée pour voir si ce que j'ai envie d'apporter est compris par les autres. Et faut que ça soit nouveau, innovant, faut qu'il y ait quelque chose quand même qui donne envie d'être lu. Ça, c'est important aussi. Et éviter les interventions trop risquées, les, euh, les débats d'idées qui n'apporteraient pas d'avancée. Donc, je pense qu'il y a une étape clinique qui est difficile à franchir et il ne faut pas négliger la force scientifique d'une revue de littérature, d'une méta-analyse et des mémoires tournées cliniquement autour d'analyses de protocoles déjà en place sont vraiment très intéressants. Voilà dans quelques possibilités, illustrations de ce qui est possible. Par rapport aux essais cliniques, il faut d'abord savoir si on a accès à une expérimentation ou pas. Est-ce qu'on a accès aux patients ou pas? Dans quel cadre? Est-ce dans le cadre d'une clinique ostéopathique? Est-ce dans le cadre d'une clinique médicale privée? Est-ce dans le cadre d'un hôpital? C'est le premier point. Ensuite, les conditions de mise en place aujourd'hui sont assez difficiles. Le contexte en plus n'est pas tout à fait favorable. Je parle du contexte actuel de 2020. Bien que d'un point de vue méthodologique et sur les plans de l'accompagnement, l'ostéopathe est bienvenu dans le domaine de la recherche. Donc, l'essai clinique est vraiment difficile aujourd'hui à mettre en place. Et l'analyse des essais précédents, l'analyse de littérature, les propositions d'études pilotes, l'étude de faisabilité d'une intervention ostéopathique est intéressante. Il faut choisir si on étudie l'ostéopathie, l'ostéopathe qui pratique ou un geste, une intervention, ou si on étudie toute la prise en charge. Autant de questions qui doivent être établies en amont pour voir un peu la durée, le temps que ça va prendre, le coût, l'investissement, parce que si c'est une étude qui nécessite 1000 patients, donc il faut une analyse statistique préalable et essayer de mettre tous ces paramètres en face pour voir ce qui est réalisable en fonction du temps que l'on se donne pour faire cette recherche. Car il ne faut pas s'épuiser, donc il faut avoir un calendrier qui soit juste et qui permette d'aboutir à un résultat qui apporte du nouveau, qui apporte des éléments intéressants dans notre pratique ostéopathique. Enfin, dans la proposition d'exemples potentiels, je dirais qu'il faut coller avec une forme de modernité d'attente des patients. Aujourd'hui, les troubles musculo-squelettiques, les tendinopathies liées au poste de travail, à la posture sont importantes. Donc il faut voir dans quelle mesure l'ostéopathe vient suppléer, compléter, vient aider la prise en charge de ce genre de pathologie vraiment fréquente. L'orthophonie, l'orthodontie, l'occlusion par rapport à la spécificité de l'ostéopathe et sa façon de regarder l'ATM est aussi certainement un point de lien avec une interdisciplinarité à tramer avec les orthodontistes, les orthoptistes, le travail de lien avec la psychomotricité dans cette notion de mouvement, où l'ostéopathe vient évaluer des micro-mouvements, des mouvements que les autres n'évaluent pas, notamment sur des articulations qui sont moins soupçonnées de mouvement. Je pense à tout le travail tissulaire, crânien, viscéral, en complément de l'action musculaire connue de la kinésithérapie, de la psychomotricité et d'autres. Donc vraiment cette idée de complémentarité. Une réflexion aussi peut-être sur la notion de prévention dans l'idée de facteurs de risque et d'évaluation des scores de risque face à une pathologie.
dans le domaine de la chirurgie pour optimiser une intervention chirurgicale? Est-ce que l'ostéopathie peut préparer une chirurgie un petit peu plus optimisée? Donc, vous voyez, il y a une possibilité vraiment large, hein. L'idée, c'est vraiment de se dire qu'est-ce que l'ostéopathie spécifiquement peut amener qui n'est pas apporté par déjà d'autres disciplines, dans le but de la rendre sinon indispensable, en tout cas intéressante et complémentaire.